Ici, la voix de l'Amérique. Dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, nous évoquerons les difficultés auxquelles de nombreuses ONG humanitaires font face en Afrique au moment où certains pays ont choisi de fermer leurs frontières. Comment maîtriser le fonctionnement des respirateurs artificiels? Nous suivrons les médecins éthiopiens qui se sont mis à l'apprentissage de ces machines indispensables pour les patients gravement malades. Ici, aux États-Unis, les propos de Donald Trump sur une fin prochaine du Covid-19 enflamment les esprits. Nous verrons également comment la distanciation physique a poussé les candidats à la présidentielle à réviser leur plan de campagne. Une fois encore, bonsoir. L'Éthiopie a décrété l'état d'urgence pour faire face au Covid-19. La maladie a affecté 55 personnes et fait 2 morts dans le pays. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a suspendu pour 2 mois sa ministre des Communications. Celle-ci avait participé à une fête chez des amis en violation flagrante du confinement. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a défendu ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, contre les attaques du président américain qui a dénoncé la gestion du Covid-19 par l'OMS. Donald Trump a menacé de suspendre la contribution américaine. M. Faki s'est dit surpris d'apprendre que le gouvernement américain mène une campagne contre les dirigeants mondiaux de l'OMS. Il a ajouté que l'Union africaine soutient pleinement le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. La propagation du nouveau coronavirus en Afrique a incité certains pays à fermer leurs frontières terrestres et maritimes. Ces restrictions, destinées à protéger leur système de santé fragile d'une épidémie de masse, ont un effet secondaire inquiétant. Les organisations humanitaires ont du mal à poursuivre leur aide à maintenir le personnel dans des zones où des millions de personnes dépendent de l'aide extérieure. Yacouba Ouedraogo. L'organisation caritative médicale à Lima prévoyait d'ouvrir une salle d'opération d'urgence au Burkina Faso, mais le projet est au point mort car le pays a fermé ses frontières avant qu'un chirurgien et un anesthésiste ne puissent s'y rendre. Toujours dans ce pays, le programme alimentaire mondial prévoit que l'insécurité alimentaire va plus que tripler à partir du mois de juin. Pour la période de soudure, les mois à venir de juin à septembre, l'analyse a conclu que nous allons passer de 10,8 millions de personnes déclarées en situation d'insécurité alimentaire en 2019 à 19,1 millions de personnes en 2020. Le nombre de personnes souffrant de la faim devrait aussi augmenter au Mali, avec 1,3 million de personnes vulnérables et 2 millions au Niger. La cause de ces inquiétudes, la propagation du nouveau coronavirus qui a entraîné la fermeture de leurs frontières par ces pays vulnérables et, par ricochet, l'impossibilité d'y acheminer de l'aide. Le souci majeur de l'ONG Action contre la faim est de savoir comment contrôler la propagation du virus dans les camps où les personnes déplacées et les réfugiés vivent à proximité les uns des autres. Notre défi majeur maintenant dans toutes les zones, c'est que toutes les routes sont bloquées. L'accès est vraiment limité et nous essayons de nous préparer à aider pour éviter que le coronavirus ne se propage spécifiquement chez les personnes déplacées vivant dans les campagnes ou chez les populations vulnérables vivant dans les zones rurales. La vitesse de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 a submergé le système de santé déjà délabré de la plupart des pays africains et provoqué des pénuries de nourriture et d'eau. En République centrafricaine, par exemple, les personnes qui avaient fui la violence sont rentrées chez elles, mais l'approvisionnement en eau potable reste basique et rare. Les centres de détention habituellement surpeuplés en Afrique suscitent aussi des interrogations liées à la malnutrition.
À Madagascar, le CICR fournit de la nourriture à des détenus dans au moins 20 des 42 prisons du pays. Nous sommes très inquiets de ce qui pourrait arriver si la pandémie atteignait certaines des communautés les plus vulnérables que nous aidons, par exemple les personnes qui vivent dans les camps de déplacés ou les détenus dans les prisons. L'ONU a lancé un appel de 2 milliards de dollars pour une réponse humanitaire mondiale axée sur les pays les plus pauvres. Alors que l'Éthiopie se prépare à une augmentation potentielle du nombre de cas de Covid-19 dans le pays, les médecins se préparent, eux, pour affronter le pic de la pandémie. Cette fois-ci, ils se familiarisent avec les respirateurs mécaniques indispensables pour les patients gravement malades. Au cours d'une session de formation à Addis Abeba, ils ont appris comment maîtriser le fonctionnement de ces respirateurs artificiels. Plus de détails avec Thierry Kaoré. Ici, à l'American Medical Center, 7 médecins reçoivent un rappel sur la maîtrise des respirateurs artificiels. La formation porte essentiellement sur la façon d'optimiser le volume et la pression d'oxygène pour les patients dont les poumons sont défaillants. Les essais sont faits ici sur un organe factice en caoutchouc. Les médecins se rendront par la suite dans des cliniques pour voir comment ces respirateurs fonctionnent dans la réalité. Pour eux, ces appareils seront indispensables les jours à venir, donc il faut les maîtriser. Je serai en première ligne de cela, je dois être habile en utilisant cette machine. Alors que les médecins se préparent, le gouvernement éthiopien, comme d'autres en Afrique, est confronté à une grave pénurie de respirateurs, ce qui pourrait entraver sa réponse au Covid-19. Avec plus de 100 millions d'habitants, le pays ne compte que 450 respirateurs artificiels et à ce jour, 54 seulement ont été mis à la disposition des patients atteints du Covid-19, ce qui inquiète les médecins. En Italie, par exemple, ils sont submergés de patients gravement malades. Ils manquent de respirateurs et ils doivent décider à qui accorder la priorité. Si les choses continuent comme ça, si les gens ne le prennent pas sérieusement, alors nous serons probablement dépassés. Le nombre de cas de Covid-19 augmente lentement en Éthiopie, mais le ministère de la Santé prévoit tout de même que le pays aura besoin d'environ 1500 respirateurs artificiels pour les patients d'ici la fin du mois d'avril. Le gouvernement a placé une commande de 1000 respirateurs en Chine, mais ce pays dit être incapable de les produire tous en même temps. À cela s'ajoutent d'autres difficultés comme les restrictions de vol liées à la pandémie et à la récente hausse de prix de ces appareils. Avec au moins 750 000 cas, dont plus de 58 600 décès, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Dans le monde, plus d'1 438 000 cas et au moins 82 700 morts ont été enregistrés. L'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne sont les 4 pays comptant plus de 100 000 cas sur ce continent. Ailleurs, l'Iran, l'un des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus au Proche et au Moyen-Orient avec plus de 65 000 contaminations, a demandé au FMI un prêt d'urgence de 5 milliards de dollars. Le pays est toujours sous sanction américaine. En Chine, des milliers de personnes ont célébré ce mercredi la fin du confinement à Wuhan, la ville d'où est partie cette pandémie. Ici aux États-Unis, le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus a franchi le cap de plus de 400 000, parmi lesquels plus de 140 000 à New York. La pandémie a déjà tué plus de 12 900 personnes après que le pays a enregistré mardi le plus grand nombre de décès en une seule journée, soit environ 800 décès dans l'État de New York et plus de 1850 selon l'université Johns Hopkins. Le chaos et la confusion ont par ailleurs secoué l'administration Trump mardi, alors que le président américain Donald Trump avait entrepris de consolider son image d'un chef de guerre face à un ennemi invisible. Ce que nous avons, c'est un fléau, a-t-il dit, et nous voyons la lumière au bout du tunnel,
avait déclaré donc, on le disait, Donald Trump. Mais au lieu de calmer les esprits, ces propos de Trump les ont plutôt enflammés. Une majorité d'Américains, soit environ 52%, désapprouvent d'ailleurs la façon dont Trump gère l'épidémie de coronavirus, contre 45% qui l'approuvent. Toujours ici aux États-Unis, la distanciation physique pour ralentir la propagation du Covid-19 a contraint les leaders politiques à changer de technique pour battre campagne, en particulier les candidats à la présidentielle de novembre. En quelques jours, la campagne présidentielle américaine est passée de là à ça. Le nouveau coronavirus a changé la donne. Plus d'une douzaine d'États et de territoires ont soit reporté les élections primaires, soit opté pour le vote par correspondance, retardant ainsi le choix par le Parti démocrate de son candidat à la présidentielle. Le leader de la course, Joe Biden, s'adresse maintenant au public à travers des émissions sur Internet, préenregistrées dans son studio de fortune dans sa maison du Delaware. Son personnel de campagne travaille désormais à distance. Ces rassemblements bruyants du président Donald Trump sont en attente. Le président a substitué des conférences de presse quotidiennes sur le Covid-19 à la Maison-Blanche à son calendrier de voyage normalement chargé. Il est certainement très bénéfique pour lui d'avoir la possibilité de parler à des millions de personnes au quotidien. La plupart des candidats et campagnes à tous les niveaux utilisent activement les médias sociaux pour diffuser leurs messages et collecter des fonds. Les dépenses seront également différentes. Vous allez voir beaucoup plus d'argent dépensé pour la publicité et c'est pour deux raisons. La première étant que vous ne pouvez pas envoyer des gens de porte à porte pour solliciter et distribuer des messages imprimés. Et aussi, il est vraiment difficile d'avoir du temps d'antenne en tant que candidat parce que ce dont tout le monde veut entendre parler, c'est la pandémie de coronavirus. Voilà donc pour la campagne. À présent, notre question du jour. En quoi le nouveau coronavirus est-il si différent? Pourquoi est-il si dangereux? Élément de réponse, c'est avec Salwa Jafari. Question du jour. Pourquoi le Covid-19 est-il plus mortel que les autres virus? Il existe de nombreux types de coronavirus humains, dont certains qui provoquent fréquemment des maladies bénignes des voies respiratoires supérieures. Covid-19 est une nouvelle maladie causée par un nouveau coronavirus qui n'a jamais été constaté auparavant chez l'homme. On pense que le virus qui cause le Covid-19 se propage principalement d'une personne à une autre par le biais de gouttelettes respiratoires produites lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons. La propagation est plus probable lorsque les personnes sont en contact étroit les unes avec les autres dans un rayon d'environ 2 mètres. Selon le site scientifique Science Alert, chaque lésion de Covid-19 varie de la taille d'un raisin à celle d'un pamplemousse. Le défi pour les travailleurs de la santé qui traitent les patients est de soutenir le corps et de garder le sang oxygéné pendant que le poumon se répare. Le SARS-CoV-2 a une échelle de gravité mobile. Les patients de moins de 10 ans semblent éliminer facilement le virus. La plupart des personnes de moins de 40 ans semblent rebondir rapidement. Mais les personnes âgées développent des symptômes plus sévères. La protéine ACE2 que le SARS-CoV-2 utilise comme porte pour entrer dans les cellules est également importante pour réguler la pression artérielle. Elle ne fait pas son travail lorsque le virus arrive en premier. C'est l'une des raisons pour lesquelles Covid-19 est plus grave chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Le SARS-CoV-2 est plus grave que la grippe saisonnière, en partie parce qu'il a beaucoup plus de moyens d'empêcher des cellules d'appeler le système immunitaire à l'aide. À l'heure actuelle, le taux de transmission du SARS-CoV-2 est un peu plus élevé que celui du virus de la grippe pandémique H1N1 de 2009. Mais le SARS-CoV-2 est au moins 10 fois plus mortel. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. En temps de pandémie, éternuer peut être mal vu. Il nous arrive même parfois d'éternuer en toute discrétion. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'éternuement? Nathalie Barche nous en dit un petit mot. L'éternuement est-il dangereux? Les gouttelettes expulsées lors de l'éternuement portent des organismes infectieux qui voyagent vite et se dispersent sur de grandes zones. Les centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis affirment qu'un éternuement ou une toux peuvent propager des gouttelettes contenant des germes jusqu'à au moins 2 mètres. Une étude de l'Institut de technologie du Massachusetts a révélé que de minuscules gouttelettes peuvent se propager beaucoup plus loin. Il est ainsi fortement recommandé d'éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude en repliant le bras afin de réduire l'exposition. Les experts recommandent aux malades de rester à la maison afin d'éviter d'infecter les autres. Le médecin somalien Abdirizak Youssouf Ahmed a échappé à une exécution, lutté contre de nombreuses maladies mortelles et soigné des blessés de guerre. Aujourd'hui, à seulement 35 ans, c'est lui qui, en tant que ministre de la Santé, dirige et coordonne la réponse nationale au nouveau coronavirus. Claire Morin-Gibourg. Jusqu'à présent, il n'y a que quelques cas de coronavirus confirmés en Somalie. Mais si la pandémie atteint les camps de réfugiés, elle pourrait se propager comme une traînée de poudre, alors que de nombreuses familles souffrent déjà de malnutrition. Sur les 15 millions d'habitants que compte le pays, les conflits ou des catastrophes naturelles ont contraint 2,4 millions de personnes à fuir leur foyer. Et l'occupation de certaines régions du sud par le groupe djihadiste Al-Shabaab rend très difficile le travail des agents de santé. Le ministre le sait bien, alors qu'il tentait de stopper une épidémie de choléra sur leur territoire il y a 10 ans, il avait été kidnappé. Malgré ce contexte difficile, le ministre a élaboré une stratégie de réponse au Covid-19. Notre plan global préventif comprend plusieurs volets: sensibilisation, soutien psychologique, confinement choisi et quarantaine. C'est une première étape que nous avons préparée avec 7 millions de dollars. Le Premier ministre a annoncé qu'une aide supplémentaire serait apportée avec 4 millions de dollars. À l'heure actuelle, la Somalie ne dispose que de 25 lits de soins intensifs, 110 lits de mise en quarantaine et d'une centaine de lits pour traiter les malades. D'autres infrastructures sont en construction et les patients de l'hôpital Martini à Mogadiscio ont été déplacés pour faire place à un service de traitement du coronavirus. La Somalie est un pays morcelé et toutes ces installations ont été détruites. Nous n'avons pour le moment aucune unité de soins intensifs. Nous sommes... Et à présent, petit mot de sport dans ce journal, c'est tout de suite avec Yacouba Ouedraogo. Basketball, pour commencer, le patron de la NBA, Adam Silver, a déclaré qu'il ne prendrait pas de décision sur le maintien ou l'annulation de la saison avant le mois de mai. La NBA a suspendu jusqu'à nouvel ordre sa saison au soir du 11 mars, après que le pivot français de Utah Jazz, Rudy Gobert, a été le premier joueur de la Ligue à faire un test positif au Covid-19. Depuis, une quinzaine d'autres joueurs de la Ligue ont aussi contracté le virus. La saison régulière devait se terminer le 15 avril et les playoffs débuter le 18 pour aboutir au final début juin. M. Silver a également révélé qu'aucune décision n'a été prise sur la reprise de la saison régulière ou l'idée de redémarrer directement au stade des playoffs. Toujours en basketball, Kobe Bryant sera immortalisé au Basketball Hall of Fame pour sa première année d'éligibilité à ce panthéon des basketteurs qui ont marqué l'histoire de la balle au panier. Kevin Garnett et Tim Duncan ont également été sélectionnés. Nous voyons tout cela ensemble. Le regretté Kobe Bryant a été sélectionné comme membre du temple de la renommée du basketball, le Naismith Memorial, dès sa première année d'éligibilité. Mort dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier, Bryant, sélectionné à 18 reprises pour le All-Star Game, fait partie d'une classe de 9 membres qui comptabilise plusieurs sélections All-Star, comme Tim Duncan et Kevin Garnett. La quadruple médaille d'or olympique Tamika Catching, les entraîneurs Eddie Sutton, Rudy Tom Janovic, Kim Mulkey, Barbara Steven et Patrick Baumann, cadres suisses de longue date de la FIBA décédés en 2018, ont également été sélectionnés.
Ils feront tous partie de la galerie des célébrités du basket à Springfield. À Massachusetts, le 29 août, Bryant a été 5 fois champion de la NBA avec les Lakers de Los Angeles et a remporté les médailles d'or olympiques en 2008 et 2012. Tim Duncan, 15 fois NBA All-Star, a également été 5 fois champion de la NBA avec les San Antonio Spurs, où il a joué pendant 19 ans. Kevin Garnett, All-Star à 15 reprises, a été sélectionné pour ses capacités de rebond et de défense avec les Boston Celtics et les Timberwolves du Minnesota. Il a aidé les Celtics à un titre NBA en 2008. En football, des dirigeants de la FIFA ont reçu des pots de vin pour voter en faveur de l'attribution à la Russie et au Qatar des Coupes du Monde 2018 et 2022. C'est ce que révèle un document publié par le procureur fédéral américain de Brooklyn. Selon l'acte d'accusation, Jack Warner, l'ancien président de la CONCACAF, a reçu 5 millions de dollars pour voter en faveur de la Russie. Le document cite également Rafael Salguero, ancien président de la Fédération guatémaltèque de football, à qui on aurait promis 1 million de dollars en échange de son soutien à la candidature russe. Les autorités russes ont démenti avoir versé ces pots de vin à des dirigeants de la FIFA pour obtenir le droit d'organiser le Mondial 2018. Pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022, le document met en cause, entre autres, l'ancien président de la Fédération brésilienne Ricardo Teixeira et l'ancien président de la Confédération sud-américaine de football, Nicolas Leos, décédé en août 2019. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a réaffirmé que l'attribution du Mondial 2022 au Qatar est liée à une intervention politique, rejetant les accusations de la justice américaine faisant état de pots de vin pour attribuer les mondiaux 2018 et 2022. Elle est la première femme médecin du Maghreb et la Tunisie lui rend hommage. La Banque centrale du pays vient de mettre en circulation un nouveau billet de 10 dinars illustré pour la première fois par le portrait d'une dame, Daïda Ben Cheikh. C'est aussi une première dans le monde arabe. Jacques Aristide nous en dit davantage. La docteure Tawhida Ben Cheikh a été choisie il y a 1 an pour lui rendre hommage et aussi pour rendre hommage à la femme tunisienne, particulièrement dans le domaine scientifique, comme l'explique Abdelaziz Ben Saïd, un haut responsable de la Banque centrale de Tunisie. Tout d'abord, elle a été sélectionnée dans le cadre de notre politique visant à donner priorité aux personnalités contemporaines. Deuxièmement, elle a été choisie pour honorer les femmes dans les secteurs scientifiques et médicaux. Tawhida Ben Cheikh est née le 2 janvier 1909 à Tunis. Orpheline de père, elle devient en 1929 la première Tunisienne à obtenir le baccalauréat et entame ensuite des études de médecine à Paris. En 1936, elle revient en Tunisie et ouvre un cabinet de pédiatrie dans la capitale avant de se spécialiser en gynécologie, une pratique alors dominée par les hommes. Figure du féminisme tunisien, elle a contribué à la vie culturelle, notamment en créant la première revue tunisienne francophone pour femmes, Leïla, ancienne vice-présidente du Croissant Rouge tunisien. Elle est décédée en 2010 à l'âge de 101 ans. Sa clinique était ouverte à tous, riches, pauvres, tunisiens ou étrangers, femmes et hommes. Pour le chercheur Abdesattar Amamou, Tawhida Ben Cheikh avait un grand cœur, une femme qui a fait preuve d'amour pour sa profession et son pays. Elle a continué toute sa vie à participer, à aimer et à donner de sa vie à la médecine et à la Tunisie. Et je crois que c'est pour ça que les Tunisiens, pour rendre hommage à cette grande dame, le premier médecin femme du monde arabe, qu'ils ont décidé de publier un billet de monnaie de 10 dinars sur lequel il y a l'effigie de ce grand médecin, Madame Tawhida Ben Cheikh. La mise en circulation de cette coupure intervient au moment où les médecins et tout le corps médical du pays sont en première ligne dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Et beaucoup de Tunisiens, comme Hamid Omri, saluent le geste de la Banque centrale.
C'est une grande initiative de la Banque centrale. En dédiant particulièrement le billet à Tawhida Ben Sheikh, la première femme médecin arabe, elle montre le soutien apporté au personnel médical dans le contexte du coronavirus. J'espère que d'autres pays suivront ses traces. Au verso du nouveau billet de 10 dinars, une illustration de poterie et de bijoux berbères rend hommage à la femme artisane, d'après la Banque centrale tunisienne. À Lagos, la ville la plus peuplée d'Afrique, la demande en animaux de compagnie a fortement augmenté depuis le début du confinement imposé par le président Muhammadu Buhari. Malgré la propagation du nouveau coronavirus, une entreprise nigériane parvient à s'en sortir en fournissant des lapins aux personnes désirant trouver du réconfort auprès de ces petites créatures. C'est un récit de Dili Diko. Après la fermeture de son lieu de travail suite à l'arrivée du nouveau coronavirus au Nigeria, Sandra Dozie, une jeune femme travaillant dans le secteur du pétrole, a décidé d'acheter un lapin pour faire face à son isolement pendant cette période de confinement. Ma famille et moi nous ennuyions à la maison. Nous voulions donc un animal de compagnie afin de pouvoir jouer avec. Joshua Akinjo dirige une entreprise en ligne fournissant des lapins aux habitants de Lagos. Il explique que pendant la pandémie de Covid-19, la demande locale pour ces animaux de compagnie a grimpé en flèche et les ventes ont par conséquent drastiquement augmenté. L'augmentation des ventes est due au fait que les gens veulent avoir un animal avec lequel ils peuvent interagir. Le lapin étant une créature intelligente, il se prête à ce besoin. Mais Joshua sait bien qu'à Lagos, l'attrait pour les lapins ne va pas durer. Il s'agit d'un achat rapide et saisonnier. La situation actuelle a donné lieu à un intérêt pour les lapins. Du coup, c'est en quelque sorte la saison des lapins. En ce qui concerne la domestication des lapins, PETA, la plus grande organisation de défense des animaux au monde, condamne l'élevage des lapins destinés à être des animaux de compagnie. Je l'aime tellement. De quoi rendre triste Sandra, déjà très attachée à son lapin. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous. Passez une excellente soirée.